Aujourd'hui, je vais vous parler des principes de la gestion du temps. Alors, d'abord, quelques petites remarques de précaution liminaire. Je ne vais pas vous apprendre à gérer votre temps de consultation ou d'intervention. Si vous voulez vraiment le gérer sérieusement et éviter la réputation du docteur qui est toujours en retard ou qui ne respecte jamais ses rendez-vous, c'est à la portée du premier chirurgien venu qui s'intéresse à la durée moyenne de ses consultations et de ses interventions, qui les reporte sur un cahier et qui sait au bout d'un certain temps ce qu'il faut vraiment en penser. Je vous conseille systématiquement, chaque fois que vous êtes en consultation, de noter le numéro d'ordre de votre patient, son heure d'arrivée dans votre box, son heure de sortie de votre box, et donc vous aurez la durée de la consultation, et de consultation en consultation, vous aurez une durée moyenne facile à établir en fonction des nouvelles, des anciennes consultations, etc. Ce n'est pas mon sujet, débrouillez-vous, c'est facile. Je veux vous parler de principes que tous les administrateurs, managers et autres gestionnaires qui voudraient diriger votre activité connaissent depuis longtemps. C'est leur base, c'est la base de votre esclavagisme. C'est parce qu'ils savent utiliser ces principes qu'ils vous tiennent sous leur coupe. Mon but n'est pas de faire du conflit social ni de vous faire brûler des pneus. Mon but est simplement que vous réalisiez un certain nombre de choses qu'on ne vous a jamais apprises et dont les médecins sont particulièrement ignorants. C'est pourtant du b.a.-ba. Et je voudrais que vous en soyez absolument conscient. Donc nous allons parler de ces notions, de temps, d'habitude, de direction, de gestion, etc. Donc le temps, eh bien le temps ça ne s'achète pas, ça ne s'économise pas. On ne peut pas l'acheter donc, et chacun en dispose exactement de la même quantité à chaque jour de sa vie. Et pourtant, chacun le gaspille d'une façon totalement inconsciente ou consciente, mais indifférente. Donc le temps, ce sont des lieux communs qui existent depuis 2 ou 3 000 ans. Ça ne s'arrête pas et ça ne s'achète pas. Le temps, pour continuer dans les lieux communs, eh bien, ça a une certaine valeur culturelle et subjective. Pour vous en convaincre, je vous recommande de lire le livre d'un Anglais, Peter Mayle, qui vous décrit d'une façon humoristique la notion relativement élastique et différente qu'ont les Provençaux du temps par rapport à celle qu'ont les anglo-saxons. Donc c'est une notion culturelle, vous le saviez déjà, et je vous demande donc d'adapter également mon discours à votre propre sensibilité. Le temps, c'est de l'argent, c'est encore un lieu commun que tout le monde connaît. Alors évidemment, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais il est bon à un moment donné ou à un autre, spécialement lorsque vous aurez un vrai métier et que vous ne serez plus interne, sous-payé et exploité, de connaître votre taux horaire pour en avoir une idée. Combien coûte une heure de votre temps de travail? Bien, ça, vous divisez vos recettes annuelles, mensuelles, hebdomadaires par le nombre de jours et d'heures travaillées, et c'est très facile à obtenir, et vous aurez donc un élément de comparaison pour savoir si ce que vous faites de votre temps professionnel est judicieusement employé, ou si vous feriez mieux de le confier à quelqu'un d'autre moins payé. C'est exactement ce que font les administratifs. Je vous indique 2 lois, les lois du succès managérial, si vous voulez. La première loi, c'est la loi de Cyril Northcote Parkinson, c'est pas le Parkinson de la médecine, c'est le Parkinson de l'économie, et qui, dans les années 1950, a dit très bien en anglais que plus on dispose de temps pour faire un travail, et plus ce travail prend de temps. C'est parfaitement exact, il suffit de voir le temps que vous mettez pour rédiger un article ou faire une thèse. Eh bien, c'est selon le temps qu'on vous a donné, vous allez exploiter la totalité de ce temps. Donc, en général, le temps qu'on s'accorde pour faire un travail, c'est une limite mentale, et cette limite mentale peut être facilement reprogrammée. Pour ce faire, eh bien, vous allez dire que le temps dont vous disposez pour faire tel travail, je ne parle pas encore d'opération ni de consultation, je le rappelle,
ce temps pour faire ce travail de thèse, de mémoire, d'article ou peu importe, eh bien vous allez le diviser par 2. Et puis vous allez le sous-diviser en un certain nombre de tâches, sous-tâches élémentaires, vous voir si dans ces tâches élémentaires, il y en a, toutes sont vraiment indispensables, et vous allez éliminer celles qui ne sont pas strictement indispensables, bien sûr, et dans chaque tâche retenue comme indispensable, eh bien vous allez diviser le temps de travail par 2. Vous allez voir que c'est très facile à obtenir, et ça marche. Et une fois que vous avez compris le principe, eh bien vous allez diviser votre temps par 3, et vous allez voir que ça marche encore. Donc si vous appliquez cette loi de Parkinson des dates limites et que vous la combinez avec les principes, la loi 80-20 de Vilfredo Pareto, eh bien vous êtes les rois du pétrole. Vilfredo Pareto était un économiste italien de la fin du 19e siècle qui avait remarqué que 80% de la richesse du pays était aux mains de 20% des Italiens. Cette loi économique, eh bien, elle a été étendue progressivement par un certain nombre de personnes qui ont remarqué qu'elle était valable pour énormément de choses et en particulier pour le management. Et pour ce qui nous intéresse, et c'est parfaitement exact en gros dans la vraie vie, eh bien 20% de l'effort produit 80% de l'effet. Bon, bien sûr, 80% de l'effet, c'est pas 100% de l'effet, donc vous n'aboutissez pas à un travail, à un résultat parfait. Mais je vous rappelle que Winston Churchill disait que le mot perfection, ça s'appelle, comme vous le voyez, P-A-R-A-L-Y-S-I-E. Donc ne visez pas la perfection, visez l'efficacité, visez les 80%. Et pour ça, eh bien, vous passez 20% de votre temps. Ça suffit pour obtenir ce résultat. Donc, intelligemment appliquer ce principe de Pareto vous permet de faire la bonne chose au lieu de faire toutes les choses, voilà, de choisir ce qu'il faut faire. Donc en combinant Parkinson et Pareto, vous allez très sérieusement augmenter votre efficacité. Alors c'est bien joli votre efficacité, mais efficacité pour quoi faire? Si vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre vie professionnelle, familiale, sociale, etc., eh bien c'est pas la peine d'être efficace, vous pouvez rester et croupir dans votre ignorance. Donc bien entendu ce n'est pas votre cas et vous voulez changer pour être efficace vous aussi. Pour changer, eh bien, il faut modifier nos habitudes parce que nos rapports avec le temps, notre comportement, eh bien, ça dépend très largement pour chacun de nous de nos habitudes. Et là, ce sont des mécanismes qui sont profondément ancrés. Et ces habitudes, eh bien, ça nous empêche de voir les choses différemment et ça nous empêche de modifier notre comportement, de nous comporter différemment. Donc il faut bien réaliser ça. Et quand on veut changer nos habitudes, eh bien, ce n'est pas facile du tout. C'est facile dans un PowerPoint avec une explication. Si vous voulez vraiment le faire, eh bien, il faut être déterminé et convaincu et ça va marcher. En tout cas, le principe, c'est que entre le stimulus extérieur et notre réaction, eh bien, nous avons la liberté de choisir. Le stimulus arrive, on ne le contrôle pas. Notre réaction, c'est notre réaction, on la contrôle parfaitement. On peut décider de réagir de telle ou telle façon au même stimulus, et ça dépend profondément de nous. Si vous comprenez cette notion, eh bien, vous comprenez la différence qu'il existe entre des gens qui sont réactifs et des gens qui sont proactifs. Notre comportement fait que résulte de nos décisions et pas de notre condition. Nous sommes ce que nous sommes non pas parce que les circonstances nous y ont conduit, mais parce que nous avons choisi. Alors bien sûr, peut-être que vous êtes là où vous êtes parce que vous n'avez rien choisi, mais que vous vous êtes laissé aller au gré des circonstances. C'est vous qui avez décidé de vous laisser aller au gré des circonstances. C'est probablement le cas de la majorité d'entre vous, largement. Mais il faut que ça change, parce que si vous voulez être véritablement l'architecte de votre propre vie, eh bien, il faut que les choix résultent non pas des circonstances extérieures de tel ou tel patron, de telle ou telle proposition de stage, mais de ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Donc il ne faut pas réagir, vous laisser guider par les événements, il faut plutôt réagir et être proactif. Alors proactif, c'est quoi ? Eh bien, il faut comprendre que tout ce qui vous arrive, c'est le résultat de vos décisions et non pas des circonstances.
vous en êtes largement convaincu, au moins inconsciemment, parce que si vous êtes là à regarder cette vidéo, si vous faites de la chirurgie et de la chirurgie plastique en particulier, eh bien c'est pas par hasard. Vous n'avez pas fait médecine par hasard, vous n'avez pas choisi chirurgie par hasard, vous n'avez pas choisi la chirurgie plastique par hasard non plus. C'est vous qui l'avez décidé à un moment donné, personne ne l'a fait à votre place. Donc les décisions vont influer, vont modifier, vont déterminer ce qui va faire votre vie. Votre vie ne résulte que de vos décisions. Donc, la clé de voûte de toute votre vie, de votre organisation, eh bien, c'est de déterminer vos objectifs à long terme. Et pour les objectifs à long terme, eh bien, si vous les connaissez, vous allez déterminer la direction dans laquelle vous allez réagir en fonction de vos stimulus, vous allez déterminer vos valeurs internes. Donc la plus importante de nos habitudes à changer, c'est la proactivité. Arrêtez de réagir et essayez d'être le plus souvent possible proactif. Donc les proactifs, ce sont des gens qui réfléchissent et qui se décident en fonction de leurs valeurs internes, de valeurs auxquelles ils ont profondément réfléchi et qui constituent leur squelette, leur ossature interne. Et c'est leur système, leur propre système de référence, de valeurs et de principes qui les amène à agir dans la vie, à décider en fonction des circonstances, voire à les provoquer. Donc c'est comme ça que vous serez le plus efficace possible. Et donc la réponse aux stimuli de la vie, eh bien ça va dépendre de vos choix qui résultent même de vos propres valeurs. Et donc ce qui importe dans votre vie, ça n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Et là, c'est ça qui fait toute la différence. Vous distinguez facilement les gens qui sont réactifs de ceux qui sont proactifs à leur vocabulaire. Les réactifs, et vous en connaissez beaucoup, disent je ne peux pas, je dois, si seulement les choses étaient comme ça, et bien voilà. Le proactif dit je choisis, je préfère, je ferai cela, je peux aborder le problème d'une façon différente. Et donc il a un vocabulaire qui ne trompe pas. C'est clairement lui qui choisit de faire ou de ne pas faire cela. Vous avez une autre façon de repérer les gens qui sont proactifs des gens qui sont réactifs. Chacun de nous a des préoccupations. Il y a les sujets qui ne m'intéressent absolument pas, dont je me contrefiche, et les sujets qui, à un degré quelconque, m'intéressent, me préoccupent. Voilà, ça s'appelle le cercle des préoccupations. Il y a ma famille, il y a mon travail, il y a la politique extérieure du pays, etc. Il y a tout un tas de sujets qui dépendent de chacun de nous, avec un large lot commun, qu'on appelle le cercle des préoccupations. Tout ce que je vous raconte, ça a 3000 ans les philosophes grecs, et notamment Épictète l'avait déjà dit. Dans ce cercle des préoccupations, il y a les choses qui dépendent de moi et celles qui n'en dépendent pas. Clairement, la politique extérieure de la France, pour l'instant, elle ne dépend pas de moi. Alors que ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, ça dépend assez largement de moi. Vous avez compris la différence. Les gens qui sont proactifs ne travaillent essentiellement que dans leur cercle d'influence, c'est le cercle bleu, ceux qui dépendent d'eux. Les gens qui sont réactifs ne passent leur temps à faire des discussions de bistrot dans le cercle blanc qui est à l'extérieur du cercle bleu. Ils ne se discutent que de choses qui ne dépendent pas d'eux. Ils critiquent les défauts des autres. Il s'en dégage une énergie négative qui va rétrécir encore leur cercle d'influence, alors que les individus proactifs se concentrent dans leur cercle d'influence, et se concentrant là-dedans, ils augmentent leur cercle d'influence. Donc, les discussions de bistrot, laissez ça aux gens qui sont réactifs. Les discussions qui vont vraiment changer, sinon le monde, du moins votre propre vie, c'est vous que ça concerne. Donc, chaque fois qu'on pense qu'un problème vient des autres, eh bien, c'est cette pensée même qui constitue le problème. Et la démarche proactive, ça consiste à changer d'abord de l'intérieur
pour ne pas avoir ce genre de pensée, dire est-ce que en voyant les choses différemment, je ne pourrais pas amener à changer la situation, le stimulus qui me parvient. Donc, encore une fois, ce ne sont ni les faits, ni les choses, ni les actes des autres qui m'importent, c'est la façon dont moi je vais y réagir, dont je choisis de réagir en fonction des valeurs et des principes qui me sont propres, auxquels j'ai réfléchi. Donc il faut, en résumé, que je constitue une partie de la solution et non pas une partie du problème à ce que je ressens comme tel. Alors, pour savoir comment être une partie de la solution et non pas du problème, il faut connaître les notions de direction et de gestion. La direction, eh bien, c'est quelque chose de facile à comprendre. Il est très facile de gravir les échelons de la vie, de suivre une carrière professionnelle, et puis se rendre compte au bout d'un certain nombre d'années que très bien, on a bien gravi ces échelons, mais enfin que ce n'était pas exactement cet endroit-là qu'on aurait rêvé il y a 20 ans. On n'imaginait pas vivre cette vie-là. Alors évidemment, personne ne vit la vie qu'il a rêvée il y a 20 ans, mais enfin, entre vivre à peu près ce qu'on avait imaginé et pas du tout ce qu'on avait imaginé, il y a une notion très importante. En d'autres termes, la direction, c'est une échelle, et l'échelle de votre vie, eh bien, c'est vous qui allez choisir sur quel mur vous allez l'appuyer. Et le mur de l'hôpital n'est pas le mur de la clinique privée, le mur de l'étranger n'est pas le mur national, etc., etc. Quelles sont vos conditions de travail? Et ce que je vous parle pour ce que je vous raconte pour la profession est valable pour la vie familiale, sociale, etc. Donc c'est vous qui allez déterminer vos objectifs, la direction de votre vie. Ça, c'est, vous allez poser votre échelle. Ça, c'est le b.a.-ba. Et pour poser son échelle, eh bien, il faut avoir réfléchi très sérieusement. Je dis ça à un très grand nombre d'internes qui viennent me voir pour tout à fait autre chose. Et je trouve dommage que les internes et ou les chefs n'aient pas réfléchi à ça avant. Je vous en prie, si vous voulez réussir au maximum votre vie, prenez un après-midi de votre vie, isolez-vous tout seul, allez à la campagne, faites ce que vous voulez, mais entre vous et vous, prenez une feuille de papier et réfléchissez à ce que vous voulez faire dans l'idéal, en disant j'ai réussi ma vie, soyons fous, dans 20 ans, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie pour moi? Est-ce que c'est être à Paris, dans un hôpital, à faire le professeur? Est-ce que c'est être en province, dans une clinique, à gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est être, etc., etc. Vous avez compris, je caricature très grossièrement, mais il faut que vous ayez déjà vos objectifs professionnels. Est-ce que ce qui compte pour moi, c'est d'avoir une famille? Est-ce que c'est d'avoir des enfants? Est-ce que c'est etc. Est-ce que c'est etc. Est-ce que ma vie familiale, eh bien, c'est avec des enfants ou pas? Est-ce que c'est s'occuper de ses parents? C'est d'avoir des relations sociales? Est-ce que les loisirs comptent énormément ou pas? Chacun a, il n'y a absolument pas de réponse unique, bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais chacun a sa réponse. Cette réponse ne regarde que vous, et vous devez inscrire dans votre tête et sur votre papier, un petit bout de papier de rien du tout, ce qui constitue pour vous l'idéal de votre vie. C'est un secret que vous gardez, une petite fiche, gardez-la. Il va falloir 3-4 heures pour réfléchir, soyez honnête, il ne sert à rien de vous dissimuler la vérité, c'est à vous que vous mentez. Donc, regardez vraiment ce que vous voulez faire et quels sont vos principes, les principes de vie fondamentaux avec lesquels vous n'allez pas transiger. Et là, ici, ça ne regarde que vous. En tout cas, la réflexion sur les objectifs de votre vie et les principes qui vont guider votre existence, ayez-la d'une façon formelle, écrite, dans un coin de votre portefeuille et gardez-la. Révisez-la périodiquement parce que bien entendu elle va changer au fur et à mesure de votre vie. Donc tous les 6 mois vous allez la changer. Mais en tout cas ce qui compte, ce n'est pas ce qui est marqué sur votre feuille de papier, bien sûr, c'est le processus de réflexion comme pour beaucoup de choses. Et donc une fois que vous aurez déterminé ce que vous voulez être vraiment dans l'idéal dans 20 ans, bien sûr vous ne serez pas ce que vous avez décidé sur le papier. Mais vous serez beaucoup
beaucoup plus proche dans 20 ans de ce que vous avez décidé maintenant, de ce que vous pourriez être si vous n'y réfléchissez pas du tout. Vous pouvez être à l'opposé de la direction que vous choisissez. Alors que si vous réfléchissez maintenant à ces objectifs, eh bien vous ne serez pas exactement dans l'azimut que vous avez choisi, mais vous serez à 10 ou 15 degrés près, ce qui revient à peu près au même. Donc j'espère avoir été bien clair. Réfléchissez d'une façon formelle et par écrit entre vous et vous, isolez-vous, écrivez ces objectifs de vie. Une fois que vous avez ces objectifs de vie et vos principes directeurs, vous avez la direction de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Après ça, eh bien la gestion c'est à la portée du premier venu. Votre échelle étant posée, eh bien, il suffit de grimper les barreaux. Et donc la gestion, c'est de savoir comment on va grimper les barreaux de cette échelle. Du moment que vous avez choisi où elle était, vous n'allez pas vivre la vie de quelqu'un d'autre ou vous n'allez pas suivre les choix de quelqu'un d'autre. C'est votre échelle que vous grimpez. Et là ici, pour ces principes de gestion, eh bien, là on va rentrer plutôt dans les recettes de cuisine. Donc on va voir progressivement, c'est de la psychologie appliquée, c'est de la petite sociologie. Ça n'a pas grand intérêt, c'est à côté de l'élément fondamental, du secret fondamental, c'est la direction, la réflexion personnelle sur vos objectifs. Donc cette gestion, eh bien c'est quoi les trucs? Les trucs, eh bien il y a les principes de urgent et important. Il faut que vous travaillez dans la case 2. C'est quoi ces principes? Ces principes, eh bien, ils ont été popularisés par Eisenhower, le général qui avait fait débarquer les Américains en juin 1900 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans l'organisation de sa vie quotidienne, il distinguait les choses importantes et les choses urgentes. Bien sûr, chaque chose a un degré plus ou moins grand d'importance ou d'urgence. Et donc, si la chose était importante et urgente, c'est case 1, importante et pas urgente, case 2, pas importante et urgente, case 3, pas importante et pas urgente, case 4. Très bien. Donc vous vous rendez compte que les individus réactifs, eh bien, ils vont se laisser mener par les circonstances, c'est-à-dire par l'urgence, qu'elle soit importante ou pas importante. Quel gâchis. Quel gâchis, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des choses urgentes, évidemment, mais en tout cas il faut s'occuper au minimum des choses qui sont urgentes et importantes, en laissant tomber tout ce qui est urgent et pas important. Ce qui est urgent et pas important, eh bien, comme c'est pas important, ça ne vous concerne pas. Évidemment, les individus proactifs, eh ben, ils travaillent dans la première ligne, ce qui est important. Alors, ce qui est important et urgent, bien sûr, eh ben, ils s'en occupent, ils sont bien obligés, mais surtout, le secret d'efficacité de ces individus, eh bien, c'est de travailler dans la case 2, ce qui est important et qui n'est pas encore urgent. Ce n'est pas encore urgent, mais ça va le devenir. En particulier, la présentation que j'ai à faire dans un congrès dans 3 mois, pour l'instant, ce n'est pas très urgent, mais c'est important, parce que si je me plante à cette présentation, ça fera désordre. Alors que si je commence à travailler maintenant à cette présentation, avec Pareto, avec les principes de Parkinson, avec mes dates limites, eh bien vous vous rendez compte que je vais être extrêmement efficace parce que ma présentation sera dans un carton d'ici la fin de la semaine et que dans 3 mois je n'aurai plus qu'à la ressortir, etc. Je travaille en avance et uniquement dans ce qui est important, donc je travaille toujours dans ma case 2 lorsque je veux être efficace. Première chose. Deuxième chose, eh bien il y a des types d'activités. Alors les types d'activités, ce sont les priorités que vous mettez dans votre agenda, dans votre emploi du temps, en fonction de vos objectifs familiaux, professionnels, sociaux, loisirs, etc. Vous avez des priorités que vous allez classer, que vous allez répartir dans votre semaine, dans votre mois, dans votre année. Je n'insiste pas là-dessus, c'est de la réflexion d'agenda managérial. C'est pas mon but. Mon but, c'est de vous faire comprendre aussi que comme vous êtes des individus faits avec des protéines et quelques produits chimiques, eh bien, vous êtes sujet à des variations biologiques. En particulier, dans le nictémère, dans les 24 heures, eh bien, vous avez des moments où vous êtes plus ou moins efficace que d'autres. Et ces moments-là ont été étudiés depuis longtemps. Et donc, il apparaît quand même que c'est plutôt dans la matinée que vous êtes le plus efficace. Donc si vous voulez répartir votre efficacité dans la journée, réservez les tâches les plus importantes à la matinée et laissez les tâches qui sont moins importantes à l'après-midi ou au soir, parce que vous voyez qu'après un petit sursaut
dans l'après-midi d'activité, eh bien votre attention diminue considérablement. Donc répondre à vos emails, s'ils ne sont pas extrêmement urgents et extrêmement importants, peut-être que c'est pas une bonne idée de faire ça le matin. D'autre part, eh bien vous allez voir, et ça c'est... Il suffit d'observer n'importe quel amphithéâtre de cours pour voir que l'attention des auditeurs, lorsqu'elle commence en étant dans un plateau maximal, eh bien elle fléchit rapidement. Il peut y avoir, en fonction de l'habileté de l'orateur, des regains d'attention un peu avant la fin, mais vous vous rendez compte qu'au-delà de 45 minutes, eh bien l'attention baisse d'une façon dramatique et on est plutôt en train de penser à la pause ou à autre chose qu'à ce que raconte la personne en face de vous. Donc, eh bien, soyez conscient de vos faiblesses et ménagez-vous lorsque vous travaillez vous-même. Si ce n'est pas un orateur qui vous parlera, ce sera vous qui travaillerez. Eh bien, ménagez-vous des pauses régulières juste pour restimuler votre productivité et votre efficacité. Donc ici, bien sûr, il y a beaucoup d'autres recettes de cuisine. Toutes ces recettes de cuisine, eh bien, vous les trouverez facilement dans les bouquins de management. Il faut, en tout cas, à chaque fois que vous avez décidé de faire quelque chose, il faut vous fixer une date ou une heure limite pour chaque travail. Si vous ne fixez pas d'heure ou de date limite, Monsieur Parkinson va passer par là et votre tâche ne sera jamais faite. Ça s'appelle de la procrastination. Il y a un petit truc qui consiste à se récompenser chaque fois que vous obtenez, vous réalisez votre objectif. Eh bien, vous vous récompensez de diverses façons. Si vous avez la mauvaise habitude de fumer, allez vous en griller une. Si vous ne fumez pas, eh bien, je ne sais pas ce que vous faites. Si vous sucez des carambars ou autre chose, mais en tout cas, récompensez-vous ou allez au cinéma si c'est particulièrement important. Faites ce que vous voulez. Récompensez-vous. Un principe qui est absolument fondamental, spécialement quand il s'agit de rédiger quelque chose, c'est de démarrer immédiatement. Le syndrome de la feuille blanche qui paralyse tout le monde le connaît. Le syndrome de la feuille blanche, il suffit que la feuille ne soit plus blanche, donc commencez à écrire n'importe quoi. Bien sûr, si c'est n'importe quoi, bien vous le rayerez au bout d'un moment. C'est pas ça, mais ça vous aura mis le pied à l'étrier, vous aurez démarré, vous aurez commencé à écrire votre article, vous aurez fait un plan n'importe quoi, mais démarrez immédiatement, même et surtout si vous n'êtes pas prêt. Vous allez vous préparer au fur et à mesure. Et puis vous avez beaucoup d'autres trucs. Donc dans tous ces autres trucs, eh bien vous les lisez en même temps que moi. C'est que vous allez vous entraîner à la lecture rapide. Alors en principe, eh bien, vous savez déjà faire la lecture rapide, sinon vous ne seriez pas là, vous n'auriez pas passé l'état d'examen. Vous allez éviter de lire tout ce qui est inutile, et ça vous savez aussi le faire, mais pour ce qui est inutile, lire ce qui est inutile, eh bien c'est quand même embêtant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement inutiles et qui nous occupent beaucoup de temps. Il suffit de regarder les actualités People sur n'importe quel Google, Yahoo ou Bing pour se rendre compte que ce qui intéresse les gens, c'est pas franchement de première utilité. Il faut apprendre à gérer vos lectures, bien sûr. Il y a les choses qui sont à lire absolument, il y a les choses qui sont à lire plus tard et les choses qu'il ne faut pas lire du tout. Vous allez sélectionner ce que vous allez lire. Vous allez commencer par la table des matières et dans une revue chirurgicale en particulier, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'autres choses, eh bien, il y a des chapitres qui peut-être ne correspondent pas exactement à ce que vous cherchez. Cela, c'est pas la peine de les lire, etc., etc. Et donc, vous allez aussi vous imposer des limites de durée à la lecture d'un livre professionnel. Évidemment, je ne parle pas de la lecture plaisir, de la littérature ou d'autres choses qui vous font plaisir. Cela, vous allez consacrer tout le temps nécessaire que vous avez aussi pris en compte dans l'organisation générale de votre temps. Mais le temps professionnel ou le temps de loisir pour la lecture n'est pas le même. Sur le plan professionnel, choisissez et ne soyez pas avare de vos sélections. Il y a des trucs et des trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il faut apprendre à gérer les interruptions. Donc les interruptions, là tous les managers vous diront qu'il vaut mieux aller chez les gens plutôt que de se laisser envahir dans son bureau parce que ce sera plus facile de partir du bureau des autres que de faire partir quelqu'un qui est dans votre bureau. Il faut absolument savoir dire non, apprendre à dire non. Si on vous confie quelque chose que vous ne pouvez pas faire, que vous n'avez pas envie de faire, eh bien dites-le franchement. Dites non, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps ou ça ne m'intéresse pas, enfin dites-le franchement, ça vaudra mieux que de dire oui oui et finalement de ne pas le faire. Vous allez vous faire des ennemis, c'est peut-être pas la peine, c'est pas le but. La gestion du téléphone, la gestion des rendez-vous, la gestion de vos voyages, la paperasse, etc. Bien, vous avez des bouquins
de gestion qui sont consacrés à ça et qui ne sont pas vraiment l'objet de mon topo. L'objet de mon topo, c'est de dire que eh bien, la gestion du temps, les principes de gestion du temps ont bien évolué aussi avec le temps. Autrefois, dans les années 50-60, eh bien, la gestion du temps, c'était de faire des to-do list et des listes de choses à faire, qu'on cochait au fur et à mesure. Ensuite, il est venu le temps des agendas, on essayait de répartir ces choses à faire dans le temps, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, avec des priorités, et donc avec une gestion du temps consacrée à ces priorités. Ensuite est venu le temps de la sociologie, et puis maintenant on en est au temps où on se dit que les choses à faire, bien sûr c'est important, bien sûr, mais ce qui compte avant tout, c'est de préserver les relations humaines et qu'on n'est pas seul, et que la gestion du temps, on travaille avec d'autres individus, d'autres personnes, et que ce qui compte le plus, eh bien, c'est de répartir son temps entre les actions qui vont nous valoir d'amplifier ces collaborations et ces synergies, plutôt que de considérer le reste de ses contemporains comme des pions à déplacer. Et donc ici on aborde insensiblement le domaine des relations humaines et de la philosophie, et donc si vous vous intéressez à la gestion du temps, ce que je vous recommande vivement, vous allez voir que vous allez passer de recettes de cuisine à la gestion d'agenda, progressivement à des notions de sociologie, de psychologie et de philosophie qui sont tout à fait passionnantes, et donc je vous remercie.